J'ai engagé un chauffeur pour ne plus perdre de temps. Et il était gay. Moi, je me pensais hétérosexuel. Du moins, c'est ce que je croyais. J'avais une carrière qui décollait, une copine qui m'aimait et une vie parfaitement organisée. Lucas est arrivé un lundi de mars. Silencieux, réservé, discret. Un soir, dans le rétroviseur, nos regards se sont croisés une seconde de trop. Ce qui s'est passé dans la voiture après une soirée bien arrosée n'aurait jamais dû arriver. Mais commençons par le début. J'ai engagé un chauffeur au printemps. Pas un VTC. Pas un taxi de temps en temps, un vrai chauffeur à temps plein, disponible 6 jours sur 7. Je m'appelais Alexandre. J'avais 32 ans, une société de conseil qui grandissait trop vite, des clients exigeants, des réunions qui s'enchaînaient sans vraiment s'arrêter. Claire, ma copine, trouvait ça normal. « Tu gagnes assez maintenant, prends quelqu'un », avait-elle dit un soir en rangeant la table après le dîner. J'avais hoché la tête. C'était logique. Je perdais trop de temps dans les embouteillages, trop d'énergie à chercher une place ou à attendre un chauffeur de plateforme qui annulait au dernier moment. Lucas est arrivé un lundi de fin mars, ponctuel à la minute près. Costume sombre, chemise blanche impeccable, chaussures cirées. Il a serré ma main sans trop serrer, a dit bonjour d'une voix posée, presque basse, et s'est installé au volant de la berline noire que je venais de faire livrer. Les premiers jours, on n'a presque pas échangé. Je montais à l'arrière, posais mon sac, ouvrais mon ordinateur ou mon téléphone et regardais défiler les rues de Paris. Lui conduisait, fluide, sans à-coups, il anticipait les feux, changeait de fil au bon moment, ne posait jamais de questions inutiles. Le soir, il me déposait devant mon immeuble du 16e, attendait que je sorte complètement, puis repartait sans un mot de trop. C'était exactement ce que je voulais. Quelqu'un de discret, fiable, invisible. Pourtant, dès la 2e semaine, quelque chose a commencé à me travailler. Pas son travail. Son travail était parfait, c'était autre chose, plus flou, plus gênant. Certains soirs, en rentrant après une longue journée, je restais assis 1 ou 2 minutes de plus sur la banquette arrière, sans raison précise, juste le temps de sentir le silence s'installer entre nous. Lucas ne disait rien. Il gardait les mains sur le volant, le regard droit devant lui. Mais dans le rétroviseur intérieur, nos yeux se croisaient parfois. Une fraction de seconde seulement. Puis il détournait le regard, et moi aussi. Je me disais que j'étais simplement fatigué. Que les journées étaient trop chargées, que Claire m'attendait en haut avec un verre de vin et des questions sur ma journée, et que je n'avais aucune raison valable de rester dans cette voiture. Un jeudi soir, après une réunion qui avait largement débordé, il a ralenti devant chez moi et a demandé, sans se retourner, « Et vous voulez que je vous attende demain matin à la même heure ?» Sa voix était calme, neutre, professionnelle. J'ai répondu oui, trop vite. Il a juste hoché la tête. J'ai ouvert la portière. L'air du soir était encore frais, typique de cette fin mars. En sortant, j'ai senti son regard sur moi une dernière fois à travers la vitre, pas appuyée, pas insistante, juste présent. Dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet dans le miroir en inox, rien n'avait changé. Même costume, même fatigue sous les yeux. Pourtant, en ouvrant la porte de l'appartement, j'ai eu l'étrange impression d'avoir laissé quelque chose en bas. Dans la voiture encore chaude, les jours suivants, j'ai recommencé sans vraiment le décider. Je prolongeais les trajets. Un détour inutile par les quais de Seine, une pause pour répondre à un message qui aurait parfaitement pu attendre. Une fois, j'ai même inventé un rendez-vous en fin de journée qui n'existait pas, juste pour le faire revenir me chercher plus tard dans la soirée. Lucas n'a jamais commenté. Il acceptait, il attendait, il conduisait, comme si ces petits changements d'horaire faisaient ma repartie du service. Un soir de pluie fine, en me déposant sous l'auvent de l'immeuble, il a dit « Bonne nuit, Alexandre ». C'était la première fois qu'il utilisait mon prénom, pas « Monsieur ». Alexandre. J'ai senti un frisson bizarre me traverser la nuque, malgré le manteau. J'ai répondu bonne nuit à mon tour, un peu trop bas, et je suis monté sans me retourner. Dans l'appartement, Claire regardait une série sur le canapé, les jambes repliées sous elle. Elle m'a demandé si j'avais bien mangé, si la journée s'était bien passée. J'ai dit oui. Je me suis assis à côté d'elle. Elle a posé la tête contre mon épaule. Mais mon esprit était resté en bas, dans la voiture encore tiède, avec l'odeur du cuir et le silence de Lucas. Je me répétais que je n'étais pas ce genre d'homme, que j'avais une copine depuis presque 2 ans, que tout ça n'était que de la fatigue accumulée et un besoin de calme après des journées trop bruyantes. Pourtant, le lendemain matin, en ouvrant la portière arrière, j'ai cherché son regard dans le rétroviseur avant même de m'asseoir. Les semaines ont passé sans que rien ne change vraiment en apparence. Lucas arrivait toujours à l'heure. Il conduisait de la même façon précise, presque chirurgicale. Moi, je continuais à m'installer à l'arrière, à ouvrir mon téléphone, à répondre à des mails en retard. Les matins se ressemblaient, les soirs aussi. Pourtant, les silences n'étaient plus tout à fait les mêmes. Un mardi soir, après une journée particulièrement longue, il a pris un chemin que je ne lui avais pas demandé.
Au lieu de remonter directement vers le 16e, il a longé la Seine. Les lampadaires se reflétaient dans l'eau noire, quelques péniches étaient amarrées, leurs fenêtres allumées. Je n'ai rien dit, lui non plus. On a roulé comme ça pendant presque 10 minutes avant qu'il ne reprenne la direction de mon immeuble. Quand il s'est arrêté, j'ai mis plus de temps que d'habitude à rassembler mes affaires. « Merci », ai-je dit en ouvrant la portière. Il a juste hoché la tête. Les conversations ont commencé à s'installer par petites touches, presque malgré nous. D'abord des choses banales, le trafic sur le périphérique, un accident qu'il avait contourné, la météo qui restait trop froide pour un mois d'avril. Puis, un soir où j'étais particulièrement épuisé, il a parlé un peu plus. Il m'a raconté qu'il avait habité plusieurs années dans le sud, près d'Aix-en-Provence, qu'il avait quitté un autre métier avant de se mettre à la conduite professionnelle. Il n'a pas précisé lequel, et je n'ai pas insisté. Sa voix restait posée, sans chercher à impressionner ni à se justifier. J'écoutais, vraiment, plus que je ne l'avais fait avec la plupart des gens ces derniers mois. Dans la voiture, le soir, avec le bruit régulier du moteur et les lumières qui défilaient, ses paroles prenaient un poids différent. Un jeudi soir, la réunion avait débordé jusqu'à 23 heures passées. En sortant de l'immeuble de bureau près de la Défense, j'avais mal aux tempes et une fatigue lourde dans les épaules. Lucas m'attendait, engagé le long du trottoir. Il a ouvert la portière sans un mot. Une fois en route, il a baissé légèrement la climatisation et a réglé la ventilation. « Vous avez l'air crevé », a-t-il dit simplement. Ce n'était pas une question, juste un constat, posé sans jugement. J'ai relevé les yeux vers le rétroviseur. Nos regards se sont croisés. Cette fois, ni l'un ni l'autre n'a détourné les yeux tout de suite. Le feu est passé au vert, il a repris la route. « Ça va aller ?» ai-je répondu. Ma voix avait sonné moins convaincue que je ne l'aurais voulu. Devant chez moi, il s'est arrêté sous l'auvent. J'ai attrapé mon sac sur le siège. En le prenant, nos doigts se sont touchés, brièvement, juste le temps d'un contact chair contre chair. Un frisson m'a traversé l'avant-bras, net, inattendu, presque électrique. J'ai retiré ma main un peu trop vite. Lucas n'a rien dit. Il a juste ajouté, plus bas, « Bonne nuit, Alexandre ». Sa voix était plus douce que d'habitude, moins professionnelle. J'ai répondu « Bonne nuit » et je suis sorti. Dans l'ascenseur, j'ai regardé ma main sous la lumière froide. Rien, évidemment. Pourtant, le contact restait présent, comme une trace invisible sous la peau. J'ai refermé le poing, puis je l'ai rouvert. Claire dormait déjà quand je suis rentré. La télévision était éteinte. Elle avait laissé une petite lumière dans le couloir. J'ai glissé dans le lit sans allumer. Elle a murmuré quelque chose dans son sommeil, un son indistinct. Je n'ai pas répondu. Je suis resté allongé sur le dos, les yeux ouverts dans le noir, à repasser le moment où nos doigts s'étaient touchés. Le lendemain matin, en montant dans la voiture, j'ai inventé un détour, un client fictif dans le Marais. Une signature de documents urgents qui n'existait pas. Lucas n'a posé aucune question. Il a juste changé d'itinéraire sans commenter. On a roulé plus longtemps que nécessaire. Moi, je regardais par la fenêtre, en faisant semblant de répondre à des messages. Les rues du Marais étaient encore calmes à cette heure. Lui, il conduisait en silence, les mains posées calmement sur le volant. À un moment, arrêté à un feu rouge, nos regards se sont encore croisés dans le rétroviseur. Cette fois, j'ai été le premier à détourner les yeux. J'ai fixé un point quelconque sur le trottoir. Je me suis répété que j'exagérais. Que le frisson de la veille n'était que de la fatigue accumulée. Que Lucas était simplement quelqu'un de bien, discret, agréable à avoir dans mon quotidien trop chargé. Que je n'avais aucune raison de lui prêter plus d'attention que ça. Mais en descendant de la voiture, plus tard dans la soirée, j'ai encore une fois cherché son regard avant de fermer la portière. Et quand nos yeux se sont rencontrés une dernière seconde, j'ai senti que le mensonge que je me racontais tenait de moins en moins debout. Ce vendredi-là, j'étais à une soirée d'entreprise dans un rooftop près de République. On avait signé un contrat important dans la journée et tout le monde voulait fêter ça. Les associés, les clients, quelques collaborateurs, les verres s'enchaînaient sans que personne ne compte vraiment. Champagne d'abord, puis du vin blanc, puis des choses plus fortes que je ne contrôlais plus. Claire n'était pas venue. Elle avait un dîner de famille de son côté. J'avais promis de rentrer à une heure raisonnable. Je n'ai pas tenu cette promesse. Vers 2 heures du matin, la soirée tournait encore, mais moi j'étais déjà ailleurs. Les voix se mélangeaient, les rires sonnaient trop fort. Les lumières du rooftop me faisaient mal aux yeux. J'ai fini par m'éclipser près des ascenseurs, le téléphone serré dans la main. J'ai composé le numéro de Lucas, il a décroché au 2e bip. « Alexandre ?» Ma voix devait être pâteuse, un peu épaisse. « Tu peux venir me chercher ?» Il n'a posé aucune question. Pas de « t'es où exactement ?» Pas de « t'as bu combien ?» Il a juste demandé l'adresse précise et a raccroché. 18 minutes plus tard, la berline noire s'est arrêtée devant l'immeuble. J'ai traversé le trottoir en titubant légèrement. Lucas est sorti, a contourné la voiture et a ouvert la portière arrière. Je me suis laissé tomber sur la banquette. L'odeur familière du cuir m'a entouré immédiatement. Il a refermé la portière, est remonté à l'avant et a redémarré sans un mot. Paris défilait dehors, flou et lumineux. Les phares,
les enseignes, les ombres des passants encore dehors à 7 heures. Je me suis allongé un peu plus, la tête contre la vitre froide. Le moteur ronronnait de façon régulière. À un moment, j'ai relevé les yeux vers le rétroviseur. Lucas me regardait. Pas longtemps, mais assez pour que je le remarque. « Tu devrais boire de l'eau », a-t-il dit. Il y avait une bouteille dans la console centrale. Je n'ai pas bougé. Je n'en avais pas la force, ou pas l'envie. Le silence s'est installé à nouveau, plus lourd qu'avant. Chargé d'autre chose, je sentais son parfum discret, le même depuis des semaines. Je sentais aussi l'alcool dans mon sang, la chaleur dans mon visage et quelque chose d'autre, plus bas, plus dangereux, que je n'arrivais plus à ignorer. À un feu rouge, nos regards se sont croisés une deuxième fois. Cette fois, ni l'un ni l'autre n'a détourné les yeux. Le feu est resté rouge longtemps, trop longtemps. Je ne sais plus qui a bougé le premier, peut-être moi, peut-être lui. Il a redémarré doucement, a quitté l'axe principal et s'est garé un peu plus loin le long des quais, là où il n'y avait presque plus personne. Il a coupé le moteur, le silence est devenu total. On n'entendait plus que le bruit lointain de la ville et, très faiblement, l'eau de la Seine. Je me suis redressé sur la banquette. Lucas s'est retourné sur son siège, un bras posé sur l'appui-tête. On s'est regardé une seconde de trop, puis il s'est penché vers l'arrière. Le baiser a été maladroit au début. Goût d'alcool et de dentifrice. Ses lèvres étaient menées plus chaudes que je ne l'avais imaginé. J'ai attrapé le col de sa chemise sans réfléchir. Il a posé une main derrière ma nuque, les doigts légèrement enfouis dans mes cheveux. Le baiser s'est approfondi. Plus pressant, plus sûr, moins hésitant. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai vécu comme à travers un filtre. L'espace trop étroit de la banquette arrière, ses mains, les miennes, le bruit de notre respiration qui devenait plus rapide, la façon dont il a murmuré mon prénom une seule fois, presque contre ma bouche. On n'a presque pas parlé, juste des gestes. Une urgence qui ne demandait aucune justification et n'en acceptait aucune. Quand tout s'est calmé, on est resté un moment sans bouger. Dehors, la Seine coulait, noire et lente, sous les lampadaires. Lucas a été le premier à se redresser. Il a rajusté sa chemise en silence et repassé à l'avant, a remis le contact. Le tableau de bord s'est rallumé faiblement. Le trajet jusque chez moi a duré moins de 10 minutes. Il ne m'a pas regardé une seule fois dans le rétroviseur. Moi non plus. On a roulé dans un silence différent de tous ceux qu'on avait partagés jusqu'alors. Devant l'immeuble, il a juste dit, sans se retourner, « Bonne nuit ». J'ai répondu la même chose. Ma voix était rauque, presque méconnaissable. J'ai monté les étages sans allumer la lumière dans la cage d'escalier. Dans l'appartement, Claire dormait profondément. Je me suis glissé dans la salle de bain et fermé la porte à clé, et me suis regardé longtemps dans le miroir. Mes lèvres étaient encore rouges, mon cœur battait trop fort, mes mains tremblaient, légèrement. Je me suis lavé le visage à l'eau froide, longtemps, jusqu'à ce que la peau me brûle. Le lendemain, j'ai ouvert les yeux chez moi, seul dans mon lit. La lumière passait entre les rideaux, ma tête cognait sourdement, ma bouche était sèche. Pendant quelques secondes, je n'ai rien su, puis les images sont revenues d'un coup. La voiture, les quais, le baiser, ses mains, le goût de sa bouche, le moment exact où tout avait basculé. Une peur froide m'a traversé la poitrine. Claire n'était pas là. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine. Elle était partie faire des courses avec sa sœur et rentrerait vers midi. J'ai resté longtemps assis au bord du lit, les pieds sur le parquet froid, à regarder le mur en face sans vraiment le voir. Je me souvenais de tout, du silence après, de la façon dont Lucas avait redémarré, du « bonne nuit » qu'on s'était échangé devant l'immeuble, de la montée dans les escaliers sans allumer la lumière. Rien n'avait été effacé par l'alcool, seulement un peu brouillé sur les bords. Dans la salle de bain, je me suis regardé longtemps sous la lumière blanche. Même visage, mêmes yeux. Pourtant quelque chose s'était fissuré pendant la nuit. Je me suis lavé le visage à l'eau froide plusieurs fois, comme si ça pouvait rincer autre chose que la peau. Les jours suivants, j'ai fait comme si de rien n'était. Lundi matin, Lucas était là, ponctuel comme toujours. Il a ouvert la portière arrière. J'ai monté sans le regarder directement. On n'a presque pas parlé pendant le trajet. Le silence n'était plus confortable. Il était tendu, chargé de tout ce qu'on ne disait pas. Quand il s'est arrêté devant mon bureau, j'ai dit merci d'une voix trop neutre et je suis sorti rapidement. Mardi, pareil, mercredi aussi. Je restais avec Claire. Je lui parlais normalement, je l'embrassais le soir en rentrant. Je lui ai même proposé un week-end à Deauville pour le mois suivant, histoire de faire quelque chose à deux. Elle a accepté avec un vrai sourire. J'ai souri aussi, mais à l'intérieur, quelque chose restait bloqué, comme une porte qu'on aurait mal refermée. Chaque fois que Lucas ouvrait la portière, mon estomac se contractait, pas de la même façon qu'avant. Avant, c'était une tension floue, presque agréable, que je refusais de nommer. Maintenant, c'était autre chose, une alarme, un rappel permanent. Je me demandais sans cesse la même chose, en boucle. Était-ce seulement l'alcool ? Un écart sans importance, une nuit où j'avais trop bu et où les limites s'étaient effacées un moment?
Ou bien est-ce que j'avais menti sur moi-même depuis beaucoup plus longtemps que je ne voulais l'admettre? Le soir, dans le lit à côté de Claire, je restais éveillé plus longtemps qu'elle. Elle s'endormait vite, la main posée sur mon bras ou sur mon torse. Moi, je regardais le plafond et je repassais les images malgré moi. La façon dont Lucas s'était penché vers l'arrière, la pression de ses doigts derrière ma nuque, le moment exact où j'avais cessé de résister et où j'avais répondu. Un jeudi, en le quittant devant l'immeuble, j'ai presque parlé. J'ai ouvert la bouche, les mots étaient là, quelque part. Puis je les ai ravalés, il a attendu une seconde de plus que d'habitude, la main encore sur le volant, comme s'il sentait que quelque chose allait venir. Rien n'est venu, il a juste dit bonne nuit d'une voix calme et a redémarré. J'ai monté les étages lentement. Dans l'appartement, Claire préparait le dîner. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée, si les réunions avaient avancé. J'ai répondu que ça allait. Elle a hoché la tête, satisfaite, et a repris ce qu'elle faisait. Moi, je me suis lavé les mains plus longtemps que nécessaire, en fixant l'eau qui coulait entre mes doigts. Je n'arrivais plus à décider laquelle des deux versions était la vraie. La version simple, celle où j'étais hétérosexuel, un peu sous ce soir-là, et où tout s'était arrêté sur une erreur sans lendemain, tenait de moins en moins debout. L'autre version, celle que je refusais encore de regarder en face, restait là, silencieuse et insistante au fond de moi. Et chaque matin, en ouvrant la portière de la voiture, je la sentais revenir un peu plus fort. Les semaines suivantes ont été un mélange confus de fuite et d'attraction. Je continuais à prendre Lucas tous les matins et tous les soirs. Je n'avais pas demandé à le changer. Je n'en avais pas non plus parlé clairement. On se saluait, on roulait. On se disait bonne nuit, mais le silence entre nous n'était plus neutre. Il pesait. Certains soirs, je prolongeais encore les trajets sans raison valable. D'autres soirs, je descendais dès que la voiture s'arrêtait, presque en courant. Je ne savais plus moi-même ce que je voulais. Un mercredi soir, après une journée particulièrement lourde, il m'a déposé devant chez moi. J'ai ouvert la portière, puis je l'ai refermée sans descendre. Lucas a éteint le moteur. Il s'est retourné légèrement. On s'est regardé. Cette fois, il n'y avait plus d'alcool pour servir d'excuse. Il s'est penché vers l'arrière. Je n'ai pas reculé. Le baiser a été différent du premier. Moins maladroit, plus conscient, plus dangereux. Ses lèvres sur les miennes. Sa main qui a trouvé ma nuque. La mienne qui a agrippé son épaule. Tout est allé plus vite après. Plus pressé, plus certain. On a encore une fois basculé sur la banquette arrière, dans l'espace trop étroit, avec les mêmes gestes urgents. Quand c'est terminé, on est sans rester un moment sans parler. Dehors, la rue était calme. Lucas a été le premier à se redresser. Il a rajusté sa chemise et repassé à l'avant. « Je devrais y aller », a-t-il dit simplement. J'ai hoché la tête. Je suis sorti de la voiture sans ajouter un mot. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à l'agence. J'ai demandé un autre chauffeur pour la journée, puis pour le reste de la semaine. J'avais besoin de distance, de silence, de retrouver une version de moi qui ne se posait pas toutes ces questions. Le nouveau chauffeur s'appelait Karim. Il était poli, efficace et parfaitement indifférent. Les trajets étaient redevenus ce qu'ils auraient toujours dû être, du simple transport. Pourtant, chaque matin en descendant, je ressentais un vide bizarre, comme si quelque chose manquait dans l'habitacle. 2 jours plus tard, le jeudi soir, j'ai rouvré la conversation avec Lucas. Un message simple : « Tu es disponible demain matin ?» Il a répondu en moins de 5 minutes. Oui. Vendredi, il était là. On n'a presque pas parlé du mercredi soir, ni du premier. On a fait comme si la parenthèse n'avait pas existé, tout en sachant très bien qu'elle existait. Claire, elle, sentait que quelque chose n'allait pas. Elle ne posait pas de questions directes. Mais elle me regardait plus longtemps le soir, elle faisait des silences. Une fois, en rangeant la cuisine, elle a dit « T'es bizarre en ce moment ». J'ai répondu que j'étais juste débordé. Elle a hoché la tête, sans vraiment y croire. Moi, je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir le matin sans me poser la même question. Encore et encore. Est-ce que c'était seulement 2 écarts, 2 nuits où quelque chose avait dérapé ? Ou est-ce que j'étais en train de découvrir une partie de moi que j'avais passé des années à ignorer ? Le soir, à côté de Claire, je faisais semblant. Le jour, dans la voiture de Lucas, je faisais semblant aussi. Et entre les deux, je n'étais plus sûr de grand-chose. Un lundi matin, Lucas m'attendait comme d'habitude devant l'immeuble. Il a ouvert la portière arrière. Je me suis installé sans un mot. On a roulé quelques minutes en silence, le long des rues encore calmes. Puis, arrêté à un feu rouge, il a parlé sans se retourner. Je vais arrêter, j'ai relevé les yeux vers le rétroviseur. Arrêter quoi ? Ce travail, j'ai trouvé autre chose. Je pars à la fin de la semaine. Sa voix était calme, presque banale, comme s'il annonçait un simple changement d'horaire ou un congé prévu depuis longtemps. J'ai senti quelque chose se contracter net dans ma poitrine. J'ai ouvert la bouche, les mots étaient là, quelque part, puis je les ai ravalés. Une meilleure opportunité, a-t-il ajouté après un silence. Je n'ai pas demandé où. Je n'ai pas demandé pourquoi vraiment, je n'ai pas insisté. D'accord,
ai-je juste répondu. Le feu est passé au vert, il a redémarré. On a fini le trajet jusqu'au bureau sans ajouter un seul mot. Quand je suis descendu, il a attendu une seconde de plus que d'habitude avant de repartir. Je ne me suis pas retourné. Les jours suivants ont passé trop vite. Mardi, mercredi, jeudi. On a continué comme avant, en faisant semblant que rien ne changeait vraiment. Les silences étaient de plus longs, les regards dans le rétroviseur plus prudents, plus rares. On parlait encore un peu du trafic, de l'heure d'un rendez-vous, de la pluie qui menaçait. Rien d'autre. Vendredi soir, quand il m'a déposé pour la dernière fois devant mon immeuble, il a simplement dit « Prenez soin de vous, Alexandre ». J'ai hoché la tête. Je n'ai pas trouvé autre chose à répondre. Ma gorge était trop serrée. Il a attendu que j'entre dans le hall, puis il est reparti. J'ai resté quelques secondes immobile derrière la porte vitrée, à regarder les feux arrière de la berline disparaître au coin de la rue. Après son départ, les trajets sont devenus vides. L'agence m'a envoyé quelqu'un d'autre dès le lundi suivant, puis un autre encore la semaine d'après. Tous étaient corrects, ponctuels, professionnels. Aucun n'occupait l'espace de la même façon. La voiture sentait différemment. Le silence n'avait plus la même densité. Je me surprenais parfois, en montant à l'arrière, à chercher un visage qui n'était plus là dans le rétroviseur. Claire a essayé de combler ce qui manquait. Elle proposait des dîners au restaurant, des soirées avec des amis, un week-end prolongé à la campagne. Elle parlait plus qu'avant. Elle me touchait plus souvent le bras ou l'épaule, comme pour vérifier que j'étais encore vraiment présent. Moi, je répondais, je souriais, je jouais mon rôle le mieux possible. Mais le soir, une fois qu'elle s'était endormie, je restais éveillé dans le noir. Je repensais sans cesse à ces nuits dans la voiture. À la première, au bord de la Seine. À la deuxième, plus consciente, plus dangereuse. À sa bouche, à la façon dont il m'avait regardé juste après, un court instant, avant de se redresser et de reprendre sa place au volant. À sa voix, quand il avait dit mon prénom. Je me répétais que c'était un accident. 2 écarts. De l'alcool la première fois, de la faiblesse et de la confusion la deuxième. Que ça s'arrêtait là. Que ça devait s'arrêter là. Mais une partie de moi savait que je mentais encore. Cette partie-là restait silencieuse la plupart du temps. Elle n'argumentait pas, elle n'insistait pas. Elle attendait simplement que je cesse de faire semblant et que j'accepte de regarder ce qui s'était vraiment passé. Les semaines ont passé, le travail a repris son rythme habituel. Les réunions, les appels, les soirées avec Claire, les dîners en amoureux où je jouais à être celui qu'elle croyait connaître. Tout avait l'air de rentrer dans l'ordre. Sauf que, parfois, en montant à l'arrière d'une voiture conduite par un inconnu, je sentais encore le fantôme d'un regard dans le rétroviseur. Et chaque fois, la même question revenait, intacte, refuseuse de disparaître. 3 mois plus tard, j'étais à Berlin pour une conférence de 3 jours. Réunions, présentations, dîners professionnels dans des restaurants trop design. Claire était restée à Paris, elle avait ses propres deadlines et on n'avait pas jugé utile qu'elle fasse le déplacement pour si peu. Je l'appelais le soir, on parlait de choses banales, je ne lui avais rien dit de ce qui s'était passé avec Lucas, rien de ce que je continuais à porter en silence. Le dernier soir, en sortant de l'hôtel, une limousine noire m'attendait sous l'auvent pour me conduire à l'aéroport. Le chauffeur tenait déjà la portière ouverte. J'avançais en regardant mon téléphone, en vérifiant l'heure d'enregistrement, quand j'ai levé les yeux et que je me suis figé. Lucas était au volant. Il a simplement dit mon prénom. Alexandre. Sa voix n'avait pas changé. Posée, la même qu'à Paris. J'ai monté à l'arrière sans répondre. Il a refermé la portière, est revenu à sa place et a redémarré. Berlin défilait dehors, différente de Paris. Plus large, plus géométrique, plus froide sous les lampadaires. On a roulé plusieurs minutes en silence complet. Je le regardais dans le rétroviseur. Lui gardait les yeux sur la route, les 2 mains sur le volant. Puis, sans quitter la circulation des yeux, il a parlé. « Je suis parti parce que je ne pouvais plus supporter d'être juste ton chauffeur. » La phrase est tombée simplement, sans colère, sans reproche, sans dramatisation. Juste un fait posé entre nous, comme on pose une valise trop lourde qu'on a portée trop longtemps. J'ai senti ma gorge se serrer. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. « Je sais », ai-je fini par dire. Ma voix était plus basse que d'habitude. Il a hoché légèrement la tête, une seule fois. On a continué à rouler. L'aéroport n'était plus très loin. Les premiers panneaux commençaient à apparaître sur le bord de l'autoroute. Les lumières des terminaux se devinaient déjà au loin. Et maintenant, a-t-il demandé après un long silence, la question était calme, ouverte, sans pression. J'ai regardé par la vitre un moment, les autres voitures, les panneaux en allemand, le reflet de mon propre visage un peu fatigué. Puis je suis revenu à son regard dans le rétroviseur. Je ne sais pas encore tout, mais je sais que je ne veux plus faire semblant. Il a ralenti progressivement, puis s'est arrêté sur une petite aire un peu à l'écart, juste avant les derniers contrôles. Il a coupé le moteur. Le silence qui s'est installé alors était différent de tous ceux qu'on avait connus à Paris. Plus clair, moins chargé de non-dits. Il s'est retourné sur son siège, un bras posé sur l'appui-tête. Moi, je me suis penché légèrement vers l'avant. On s'est regardé.
Pas comme dans la voiture au bord de la Seine, pas avec la même urgence confuse, avec autre chose, plus posé, plus lucide, plus adulte. On peut essayer, a-t-il dit, lentement, sans promesse trop grande, sans se mentir sur la difficulté. J'ai hoché la tête. Oui, il a esquissé un sourire très léger. Presque rien, juste un mouvement discret au coin des lèvres. En le regardant, j'ai seulement pensé qu'on avait perdu beaucoup trop de temps. Des semaines, des mois, des silences inutiles, des peurs qu'on aurait pu affronter plus tôt si l'un de nous deux avait eu le courage de parler clairement. Il a remis le contact. Le tableau de bord s'est rallumé doucement. On a repris la route vers l'aéroport. Cette fois, je n'ai pas regardé par la fenêtre. J'ai regardé le rétroviseur. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais plus envie de détourner les yeux.